Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de physique, ondes optiques et physique moderne. Aujourd'hui, on va parler du son. En fait, donc dans les derniers cours, on a couvert essentiellement les instruments à cordes, là, donc les ondes stationnaires dans les cordes. Aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu aux ondes stationnaires dans l'air, donc dans les instruments à vent essentiellement. Ok. La première question qu'on pourrait se poser évidemment, ok, c'est comment est-ce que qu'est-ce qui distingue le son d'une onde dans une corde, par exemple? OK? Ben, si on regarde comment il crée le son, par exemple, dans un haut-parleur, OK? Euh, dans un haut-parleur, le haut-parleur, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez une bobine ici dans laquelle vous faites passer un courant électrique le courant électrique variable va créer un champ magnétique variable, puis le haut-parleur, l'aimant dans le haut-parleur va tirer et repousser la membrane, OK, qui est accrochée au haut-parleur. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va faire varier la pression de l'air, tout simplement. OK? Donc, quand ça pousse, ça fait augmenter localement la pression de l'air. Quand ça tire, ça fait diminuer localement la pression de l'air. Donc, vous allez avoir une perturbation dans la pression de l'air qui va se déplacer dans l'espace. Donc, une zone de haute pression suivie d'une zone de basse pression, de haute pression, de basse pression, ainsi de suite. Puis ça, ce que ça fait, ok, c'est que quand cette variation de pression-là avance dans l'air, dans la salle, ben, ça va venir frapper votre tympan à vous à un moment donné, OK? Puis votre tympan va se mettre à osciller à la même fréquence à laquelle oscille le haut-parleur. OK? Votre tympan va servir de micro essentiellement, donc va se mettre à osciller à la même fréquence. Puis ce qui se produit, c'est que dans votre oreille interne, vous avez des cellules dans un genre de collimation, vous avez des cellules ciliaires qui vont chaque fois que votre tympan va osciller, ça va faire partir une onde à l'intérieur de votre oreille interne qui va venir exciter des filaments le long à l'intérieur de votre oreille interne. Puis dépendant de la fréquence du signal que vous allez avoir perçu, ben, ça va exciter différentes cellules nerveuses à l'intérieur de votre oreille interne. C'est ça qui va être interprété comme étant du son par votre cerveau. Ça, c'est le bout où, franchement, là, moi j'enseigne la physique, pas la bio. Là. Ça, c'est le bout qui me flabbergaste complètement. Là, ok? Mais c'est ça le principe. Donc, dans le fond, vous avez de l'énergie qui est utilisée pour faire osciller l'air. Cette perturbation-là se déplace jusqu'à vous dans l'air sous forme d'une onde longitudinale de pression. Ça fait vibrer votre tympan. OK? Votre tympan va faire vibrer l'intérieur de votre oreille interne, puis c'est ça qui va être interprété comme étant du son par la suite. OK? Donc, c'est assez bien fait, ces petites affaires-là. OK? Comment ça marche, là? Moi, je trouve ça assez fascinant. Merci. Euh, donc, si on regarde un petit peu, là, comme je vous dis justement, qu'est-ce qui distingue une onde stationnaire, pardon, une onde sonore d'une onde dans une corde, par exemple, c'est que dans une corde, le milieu oscille de façon transversale. On se souvient, là, votre corde est tendue, la corde oscille perpendiculairement à la direction dans laquelle l'onde se propage. Donc, c'est une onde transversale. OK? Les ondes sonores, elles, c'est des ondes longitudinales de pression. Donc, quand la pression frappe, puis dans le fond, c'est l'autre morceau d'air qui va se mettre en mouvement, puis l'autre morceau d'air qui va se mettre en mouvement, puis c'est comme ça que l'onde se propage. Donc, c'est une onde de pression, c'est une onde longitudinale ici. OK? Euh, pardon, attendez une seconde. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous disais, c'est une onde longitudinale. OK? Donc, vous avez la pression qui augmente, qui augmente, qui augmente. Donc, vous voyez une zone de haute pression qui avance. OK? Au net. OK? Mais l'air, c'est pas tout l'air dans la place, dans la salle qui avance, ok? Ça n'a pas d'allure. Chaque molécule d'air, si on veut, oscille autour d'une position d'équilibre qui lui est propre. Mais quand passe la zone de haute pression, c'est comme si elle était bousculée, elle va venir frapper sa voisine, qui va aller frapper sa voisine, qui va aller frapper sa voisine. Puis quand tout le monde est bien synchronisé comme ça, quand vous avez un signal qui se reflète de façon périodique, bien, vous allez voir le passage d'une onde sonore dans un milieu résistant. Ok? Donc, c'est déjà en partant, une des caractéristiques des ondes de pression de façon générale. Donc, le son est une onde de pression, contrairement aux ondes dans les cordes, par exemple, qui sont des ondes transversales. OK? Donc, on a vraiment des ondes où la pression, quand le haut-parleur se déplace d'un sens, il va faire augmenter ou diminuer la pression alternativement. C'est ça qui va définir une genre d'onde qui se déplace jusqu'à vous. OK? Euh, Au niveau de notre perception, on distingue essentiellement trois régimes d'ondes sonores. Ok? On va distinguer les ultrasons, des infrasons, puis des sons audibles. Ok? Qu'est-ce qui distingue ces sons-là? Dans les faits, je dirais rien. Ok?
Pourquoi? Parce que c'est toutes des ondes sonores, OK, à la base. Ce qui les distingue, c'est que l'oreille humaine n'est pas capable de percevoir toutes les fréquences imaginables. OK? Donc, les sons en bas d'une fréquence de 20 Hz sont essentiellement imperceptibles pour l'oreille humaine. Donc, vous allez rien entendre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas capable de les entendre. OK? Vous pouvez quand même les percevoir. Là je m'explique un petit peu. Vous êtes probablement tous déjà allés dans des spectacles, OK? Puis si vous allez dans des shows de, mettons, de musique house ou des shows de plus de musique électronique ou pour danser, OK? Des fois, vous sentez, c'est comme si tout shakeait autour de vous, OK? C'est comme si vous êtes proche du haut-parleur, des fois, vous avez l'impression que tout shake, mais vous n'entendez pas grand-chose, OK? Ben, imaginez que vous avez une onde sonore à une fréquence de 15 Hz, OK? Mais cette onde-là, à l'oreille, vous ne l'entendez pas. OK? Sauf qu'elle est présente. OK? Puis elle transporte beaucoup d'énergie, typiquement. OK? Les basses, là, la basse dans la musique, c'est ça qui transporte le plus d'énergie. OK? Physiquement, là, je veux dire, c'est là que vous avez un haut-parleur de bass, c'est beaucoup plus gros qu'un haut-parleur de fréquence moyenne ou de fréquence aiguë. OK? Donc ça prend un gros haut-parleur qui va faire bouger l'air en masse. OK? Donc si vous avez un son à 15 Hz qui est codé, si vous voulez, dans votre track, ben, votre haut-parleur va osciller 15 fois par seconde. Il va déplacer une tonne d'air, il va domper une tonne d'énergie dans la place, sauf que vous n'entendrez rien à l'oreille. OK? Vous allez juste sentir que tout shake dans la place. OK? Donc ça, c'est des infrasons. OK? Donc ça, c'est vraiment des fréquences sonores qui sont trop basses pour être perçues par l'oreille, mais qui sont quand même présentes et qui quand même transportent énormément d'énergie. OK? Vous avez le second, à l'opposé de ça, vous avez les ondes ultrasonores. OK? Donc, les ultrasons sont des ondes sonores qui ont des fréquences supérieures à 20 000 Hz. OK? Ces fréquences-là sont imperceptibles à l'oreille humaine aussi, généralement. Mais c'est pas exactement 20 000, là, puis ça dépend également de votre âge, par exemple. Là. Mais à partir d'une certaine fréquence, il y a une fréquence maximale que vous pouvez percevoir dans les aigus. Là. À un moment donné, vous n'entendez plus rien. Donc, c'est pas parce que c'est purement physiologique. Là. Donc, il y a certains sons, certaines fréquences que vous ne pouvez pas percevoir. OK? Généralement, c'est le domaine des ultrasons. Cette limite supérieure-là diminue avec l'âge généralement et avec le nombre de shows de Daft Punk que vous allez voir dans votre vie. Donc, si à 20 ans, 15 ans, vous entendez très bien, mettons, des sons de 25 000 Hz, mais ça se peut très bien qu'à 30, 35, 40, 45 ans et ainsi de suite, la fréquence maximale que vous soyez capable de percevoir va se dégrader tranquillement avec le temps, donc vous allez perdre les hautes fréquences. C'est à peu près inévitable. Okay? Vous pouvez juste ralentir ça, vous ne pouvez pas vous en débarrasser complètement de ce phénomène-là. Les ultrasons, par contre, ont des applications très utile, très utile, ça dépend du domaine dont on parle, là. Mais en médecine, ok, quand vous allez passer, euh, dans le fond, c'est une échographie, mais c'est littéralement des ondes sonores qu'on envoie à l'intérieur ici là, de la bédaine de la maman. Ok. Donc, dans le fond, l'onde sonore va tranquillement, elle se déplace assez vite, là, mais je veux dire, l'onde sonore va se déplacer à l'intérieur du corps de la personne. Puis à chaque fois qu'elle change de milieu, donc supposons que ça passe d'un muscle vers une couche de gras ou d'une couche de gras vers un os ou peu importe, à chaque fois qu'on change de milieu, on revient à ce qu'on avait vu au début, il va y avoir transmission partielle puis réflexion partielle de l'onde. Donc le signal pénètre. À chaque fois qu'il y a une interface entre deux milieux différents dans le corps, il va y avoir une partie de l'onde qui va être réfléchie vers le haut. Donc, en envoyant une onde de fréquence connue, puis en écoutant ce qui revient, en évaluant le délai entre l'émission du signal puis la réception de l'écho, on est capable de déduire quel milieu on traverse, quelle est l'épaisseur de ce milieu-là, puis ainsi de suite. Donc, c'est ça qui nous permet de faire des échographies, par exemple. Okay? Donc, on est capable de caractériser le milieu qu'on traverse juste parce que la vitesse des ondes va varier selon la densité du milieu, qu'à chaque fois qu'on change de milieu, on va avoir une différence, une réflexion puis une transmission partielle. Donc, en maîtrisant bien ces notions-là d'ondes, du comportement des ondes, on est capable de comprendre comment faire
une machine à échographier, dont le nom m'échappe parce que je le cherche. OK? Évidemment, ça, c'est appliqué dans la nature depuis longtemps. Donc, vous avez plusieurs espèces animales, là, les baleines, les dauphins, les chauves-souris. Vous avez une grande variété d'espèces animales qui possèdent cette faculté-là d'écholocation. Donc, vous allez avoir littéralement un sonore construit à l'intérieur du cerveau, par exemple, de la chauve-souris. La chauve-souris envoie une onde sonore de très très haute fréquence, un ultrason. L'ultrason va aller frapper des obstacles et être réfléchi à ce moment-là. Puis la souris va utiliser le délai entre l'émission du signal et la réception de son écho pour déduire dans quelle direction puis à quelle distance se trouvent différents objets. Okay? C'est utilisé aussi, on l'a représenté de façon très schématique en haut, un sonore quand vous êtes en bateau puis vous cherchez du poisson. Okay? Donc, c'est le même principe de fonctionnement. Vous avez un sonore de bateau, essentiellement, c'est quoi? C'est un haut-parleur puis un micro. Okay? Le haut-parleur va émettre une onde sonore dans l'eau. L'onde va frapper un obstacle, par exemple un poisson. Au moment où elle frappe un obstacle, elle réfléchit vers la source. Vous avez un micro qui écoute puis qui guette l'écho de l'onde qu'on a envoyée. À partir du délai entre l'émission du signal puis la réception de son écho, on est capable de déduire la distance des objets. Okay. Je fais une petite parenthèse sur les sonores. On vient de voir un peu comment ça fonctionne, mais comment ça fonctionne, par exemple, dans un sous-marin, plus concrètement. OK? En fait, je vais garder ça pour plus tard dans le cours, mais c'est le même principe. OK? Donc, vous avez. Ben, c'est le même principe, sauf que vous avez rapidement, très rapidement, vous avez deux types de sonores dans des sous-marins. Vous avez des sonores qu'on va dire actifs et des sonores qu'on va dire passifs. OK? Donc pourquoi? Mais généralement, quand vous êtes dans un sous-marin, vous êtes quand même assez vulnérable. Votre principale défense, c'est le fait que personne puisse vous spotter. OK? Vous êtes indétectable essentiellement. C'est sûr que si vous promenez dans le fond de l'eau, puis vous émettez constamment des ondes sonores parce que vous faites fonctionner votre sonore actif, ben, n'importe quel tata avec un micro va être capable de vous entendre puis de déduire où vous vous trouvez. Fait que vous ne voulez pas que ça se fasse. Fait que vous ne voulez que écouter le bruit ambiant. Okay? Donc, dans un sous-marin, vous avez un sonore passif qui est simplement des micros qui écoutent ce qui se produit autour de vous, puis vous allez détecter les objets qui font du bruit. Okay? Puis si vous êtes capable d'avoir, par exemple, supposons que vous avez, je sais pas moi, un sous-marin ici comme ça. OK, excusez mes dessins mes talents de dessinateur de sous-marin à main levée. Là. OK? Donc, vous allez, mettons, mettre un micro ici. OK? Donc, vous allez être capable d'écouter ce qui se produit autour de vous. L'affaire, c'est que ça ne vous aide pas à déduire la distance ou la direction ou peu importe, parce que vous avez juste une source, vous dites juste, ah, il y a quelque chose autour de moi. Fait que ce que vous allez faire, c'est que vous allez vouloir essentiellement chercher à trianguler. Donc, il y a beaucoup de sous-marins de plus en plus, en fait, la plupart doivent le faire, qui vont transporter un, donc, vous avez un câble qui traîne un second micro ici. Puis ça va permettre d'imaginer, mettons que vous avez une source sonore qui est ici. OK? Ben, l'onde sonore qui part de là voyage à la même vitesse dans toutes les directions, mais comme elle parcourt une distance plus courte ici que là, ici la distance des deux est plus grande que la distance des 1. Donc vous êtes capable d'utiliser la différence de chemin, okay? Le délai, parce que vous allez percevoir le son ici avant le son ici. Puis à partir du délai entre la réception du son de un vers le son de l'autre, vous êtes capable de déduire dans quelle direction l'objet se trouve. Parce que, en fait, si vous avez juste deux haut-parleurs, vous êtes capable de déduire dans une genre d'anneau autour de vous où l'objet se trouve. Si vous avez un troisième micro, mettons, qui écoute, ben là, vous allez être capable de trianguler, donc de précisément dire d'où provient le son que vous entendez dans l'espace autour de vous. Donc, c'est des applications plus funky du principe, là, mais c'est le principe de fonctionnement d'un sonore passif dans ce cas-là, qui ne fait qu'écouter son environnement. Vous comprendrez que si l'objet qu'on cherche à spotter ne fait pas de bruit, ben cette façon-là de détecter ne fonctionnera pas non plus. Okay? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les sous-marins modernes, contemporains, je devrais dire, sont conçus pour faire moins de bruit qu'un séchoir à cheveux, alors qu'ils mesurent 150 mètres de long puis qu'ils voyagent à 30, 40, 50 km/h en dessous de l'eau. Tout en faisant moins de bruit qu'un séchoir à cheveux. Donc, c'est à peu près indétectable pour ces conditions-là.
Mais c'est une légère parenthèse. D'ailleurs, comment vous faites pour spotter un sous-marin quand vous êtes dans un bateau? Mais le bateau, lui, il fait une tonne de bruit. Il s'en fout, lui, d'être détecté ou pas. Donc, lui, il se gêne pas pour descendre des colonnes de speakers en dessous de l'eau. Les sonores actifs de bateau, c'est des affaires de fou. Euh, je lisais, il faudrait que je retrouve la source, là, mais j'avais vu une étude qui corrélait des tests de sonar avec des baleines qui s'échouaient en masse, par exemple en Australie ou des choses comme ça. Mais imaginez que vous avez un bateau qui veut tester un sonar ultra puissant. Il va descendre une colonne de haut-parleurs dans l'eau, puis il va essentiellement blaster un show de Daft Punk en dessous de l'eau avec une intensité sonore démesurée. Imaginez que vous êtes un mammifère marin qui n'est pas trop loin de ça, ben, je peux vous garantir que ça va vous écœurer totalement parce que vous allez vous faire littéralement casser les oreilles par le dit sonore, puis vous allez juste chercher à vous sauver de là le plus vite possible. Vous allez devenir aveugle essentiellement, puis ça risque à ce moment-là que vous échouiez parce que vous ne voyez plus où ce que vous allez. Okay? Parce que vous êtes sourd à cause qu'il y a un tata dans son bateau en haut qui fait de la musique trop fort pour vous. Okay? Donc, bref, il y a une tonne d'applications de ça. Là. On va y revenir en temps et lieu. Okay? Mais ça, c'est le principe de fonctionnement. Et c'est les différents domaines d'ondes sonores. Okay? Euh, donc, la fréquence, dépendant de la fréquence, on va appeler ça des sons audibles. Donc, tout ce qui est ni ultrason ni infrason est dans le domaine d'audition humaine. Puis, l'oreille est faite pour détecter des sons environ de 20 à 20 000 Hz. Là. Comme je vous dis, ça dépend de votre âge aussi, précisément. Okay. Il y a un petit problème avec tout ça, c'est que les ondes sonores, les ondes lumineuses, on peut s'imaginer que c'est facile à voir, ok? Ou même une onde dans une corde. On avait des vidéos où euh, on voyait l'onde avancer, on voyait les ondes stationnaires apparaître dans une corde. On voit la corde bouger. Là. On peut voir les nœuds, voir les ventes, voir la corde osciller. Le problème avec les ondes sonores, c'est comme c'est de l'air qui bouge, mais on ne peut pas voir une onde sonore de la même façon qu'on peut voir une onde transversale dans une corde. Okay? Donc, il y a différentes façons de visualiser des ondes stationnaires, des ondes sonores, dans le fond. Là, okay? Puis une qu'on appelle le tube de Ruben. Okay? Donc, le tube de Ruben, essentiellement, c'est un dispositif comme ça. Là, je vais vous montrer la vidéo. C'est une canne de propane attachée après un tube de plastique, mettons, un tube de PVC ou d'ABS. De l'autre côté, vous mettez un speaker, un haut-parleur que vous rattachez à un générateur de fréquence. Okay? Donc, à quoi ça ressemble ce dispositif-là? Ça ressemble à ça ici, puis je vous laisse avec. Let's do a classic physics experiment called the Rubens tube. OK, il a l'air tout droit sorti d'un band de métal de poêle des années 80. Il est malade, là, OK? Mais il va vous expliquer, en fait, c'est quoi un tube de Ruben. Okay? Now, I really wanted to bring it down, but it involves open flames, and some people have issues with open flames. So, what we have here is a length of PVC pipe. Has about 100 or so holes drilled at half-inch increments. Got some foil tape to keep it from melting. On this side, we've got a 2-inch speaker matching the diameter of this 2-inch tube. On that side, we've got some lab tubing leading to some propane. So let's fire it up and see what it does. Donc, ici, si je vous résume, on a un tube en PVC. Okay? Donc, un tube que vous pouvez acheter à Quincaillerie à côté de chez vous. Un tube de 2 pouces de diamètre. On a fait, il dit, à peu près une centaine de trous à tous les demi-pouces. Évidemment, c'est un Américain, donc il ne sait pas c'est quoi un centimètre. Là. Mais il a fait une centaine de trous régulièrement espacés. Il a mis du papier d'aluminium pour empêcher que ça fonde. D'un côté, il a mis un haut-parleur de 2 pouces de diamètre qui correspond au rayon, au diamètre du tube. Puis de l'autre, il a mis une source, un tube qui est relié à une bonbonne de propane. Okay? Bon, demandez-moi pas pourquoi le gars fait ça dans son garage, là, alors que normalement, on ne devrait pas faire ça à l'intérieur des expériences qui produisent du gaz carbonique. C'est pas l'idée du siècle, du monoxyde de carbone, c'est pas l'idée du siècle de faire ça dans son garage, là, mais bon, monsieur est confiant ici. Là, okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ouvre la bonbonne de propane, puis on met le feu. Okay? All right, as you can see, we got some nice standing flames, a little bit of oscillation from the vibrations in the hose. Let's throw some sound in there and see what happens.
Let's start with a 449 hertz frequency. Ok, le son est un peu As you resté. can see, this sets up a standing wave, and we can see, well, the emerging sine curve that represents sound. What happens here is we're having the sound compressing here and not compressing here. The lower pressure here allows more gas to escape into the atmosphere, shaping the sound curve. Donc, il commence avec, il dit un son à 449 Hz. Pourquoi il a pris cette fréquence-là exactement? Mais parce qu'il connaît la longueur de son tube, puis il connaît les fréquences de résonance à l'intérieur de son tube. C'est un peu comme dans notre corde dans notre corde du cours précédent. Si vous mettez n'importe quelle fréquence dans une corde de longueur donnée, vous ne verrez pas nécessairement apparaître une onde stationnaire. Okay? Ici, on voit une onde stationnaire apparaître. Donc, on voit une succession d'endroits, on explique où la pression est plus basse. Ici, ça laisse plus de gaz s'échapper. Ici, la pression est plus élevée, plus basse, plus élevée, plus basse, plus élevée, ainsi de suite. Donc, vous voyez 1, 2, 3, 4 demi-longueurs d'onde. Donc, c'est comme la troisième harmonique dans un tube comme ça. OK? Pardon. Now, we Quatrième change the harmonique. frequency. Donc, puis là, on le voit très bien. OK? Quand c'est une fréquence harmonique, OK? Si on prend une fréquence, Now, we change the frequency. ça, c'est une fréquence harmonique. Encore là, pourquoi? C'est une fréquence de résonance du tube. On voit clairement les nœuds puis les ventres être présents le long de l'onde. On a une onde stationnaire qui est installée dans ce tube-là ici. OK? S'il prend une fréquence qui est entre deux modes de résonance, ben, on va trouver quelque chose comme ça. Ça, on a mis une autre fréquence qui n'est pas un mode stationnaire. Ben, ce qui se passe, c'est que là, on n'a pas l'onde stationnaire qui est installée dans notre tube. On n'a pas ces ondes de haute pression, de basse pression, ces nœuds et ces ventres-là. Donc, le gaz sort n'importe comment. OK? Donc, quand on tombe sur une fréquence de résonance, on voit la structure nœud-ventre, nœud-ventre, nœud-ventre. Mais quand on tombe sur n'importe quelle fréquence, il n'y a pas d'onde stationnaire, donc on voit essentiellement ça, n'importe quoi. We can see Donc, c'est vraiment, on voit là, qui carrément quand on tombe sur une onde stationnaire. OK? each time we set up a standing wave, we get that sine curve. Higher the frequency, the more waves. Now let's throw some music at this. Ça, c'est la partie nice. How about some Dave Brubeck? Ça, j'aimerais So we savoir ça have chez real vous pareil. life sound visualization Ça fait un beau foyer with Five. à avoir chez soi. Là. On peut visualiser de la musique. The Dave Brubeck isn't terribly energetic, so let's try something a little more energetic. Bon. Ben, c'est le principe de fonctionnement comment est-ce qu'on peut visualiser des ondes sonores dans un tube, là, mais c'est dans l'air, mais c'est une façon de le faire ici avec un tube de Rubin. Okay? Évidemment, juste pour le principe, on peut faire ça en, en deux dimensions. Okay? Les gens se sont dit, ben, si je suis capable de faire ça en une dimension, pourquoi je ne pourrais pas le faire en deux dimensions? Okay? Donc ici, au lieu d'être juste un tube percé, c'est une plaque rectangulaire qui était percée de plein de trous. Mais c'est le même principe. Donc on a un haut-parleur. Quand on atteint les fréquences des ondes stationnaires, on voit qu'il y a une ligne de nœud qui apparaît. Puis on a une ligne ici où on a la haute pression. Entre les fréquences, le gaz sort n'importe comment, entre les fréquences stationnaires. Puis quand on tombe sur une fréquence de résonance, ben, premièrement, on entend le son plus fort, l'amplitude de l'onde est plus grande. On voit apparaître des ondes stationnaires dans la plaque. Okay? Donc c'est le même principe. Mais là, ça c'est un montage là, parce que. Mais c'est le même principe. Donc on a une plaque reliée à un haut-parleur, on met de la musique, ça fait changer le pattern de flamme à la surface de la plaque. Ça aussi, ça doit être un nice foyer à avoir chez soi. Okay? C'est le principe pardon, de fonctionnement. Voyons, excusez, j'ai dormi pas de voix. Comment visualiser des ondes sonores. Okay? Donc,
si on vient à la question 17, on dit contrairement aux flûtes à bec, les flûtes de pan sont fermées à une extrémité. Expliquez pourquoi à longueur égale, les flûtes de pan jouent un octave plus bas que les flûtes à bec. Là, vous allez dire, OK, de quoi qu'on parle ici? Ben, on dit, imaginons que vous avez deux types de flûtes différents, une flûte de pan puis une flûte à bec. Qu'est-ce qui distingue ces deux flûtes-là? C'est que dans une flûte à bec, vous avez une extrémité ouverte à chaque extrémité du tube, alors que dans une flûte de pan, vous avez une extrémité ouverte à un bout, mais un tube fermé à l'autre extrémité. OK? Donc une flûte de pan, c'est voyons, c'est un tube qui est fermé à une extrémité ouverte à l'autre, alors qu'une flûte à bec, c'est un tube qui est ouvert aux deux extrémités, essentiellement. OK? Si vous vous demandez, j'ai juste googlé flûte de pan puis j'ai pris l'image la plus nice que j'ai trouvée. Là. Donc, c'est pas moi qui ai les droits sur cette photo-là. Je m'excuse auprès de la personne qui est propriétaire des droits de cette photo-là si jamais elle se trouvait à voir cette vidéo-là par je sais pas quel miracle. OK? Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer? OK? On dit les flûtes à bec jouent une octave plus haut ou les flûtes de pan jouent une octave plus bas que les flûtes à bec. Donc, juste le fait de fermer l'ouverture qui est ici, OK, ça va faire en sorte que la fréquence de la flûte va doubler. OK, ça on peut l'observer ici. OK, attendez une seconde. Ah! Type de ruban. We're going to explore the change in frequency of an organ pipe when it's closed versus when it's open. Donc, quand c'est fermé, c'est comme la flûte de pan. OK. On entend la fréquence d'oscillation ici, là. OK. Puis si on ouvre la même longueur, ce qu'on remarque, c'est que la fréquence a augmenté. OK. Si on faisait de façon plus rigoureuse, on verrait que la fréquence a doublé. OK. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça à l'aide. Ok, ben en fait, je vais vous le remontrer. Là. Il était ici la petite vidéo. Donc, pardon. Donc, si c'est fermé ou si c'est ouvert, qu'est-ce que ça change? OK. Donc, quand c'est fermé, vous voyez, on a un maximum à tous les 3 carrés à peu près. Alors, quand c'est ouvert, on a la fréquence qui a à peu près pas mal doublé dans ce cas-là. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se demander pourquoi. Okay? Donc, si on revient à ça ici, qu'est-ce qui change? Okay? Donc, nous, par exemple, quand vous avez un tuyau qui est fermé à une extrémité comme celui-ci, okay? Donc, il est fermé du côté gauche. Bien, quand vous avez une onde stationnaire, si vous voulez avoir pardon, une onde stationnaire qui s'installe dans un tuyau comme ça, ce qu'on veut avoir, c'est qu'on veut avoir une réflexion dure à l'extrémité qui est fermée. L'air qui arrive, qui frappe le mur essentiellement, OK? Mais l'air arrive et frappe essentiellement un mur. Donc, si on veut, on l'a ici aussi, OK? Donc, ce qu'on veut avoir, c'est vraiment une onde stationnaire. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Okay? Vous voyez en bleu une onde progressive se déplacer vers la gauche. En vert, l'onde se déplacer vers une onde qui se déplace vers la droite. Donc, c'est le même cas que dans les ondes stationnaires dans les cordes. Si vous vous souvenez, on avait commencé l'étude des ondes stationnaires en se disant, imaginons que vous avez une onde progressive qui se déplace vers la gauche, puis une identique qui se déplace vers la droite. Si les deux étaient une réflexion de l'autre, ben, on obtenait une onde stationnaire. Okay? On avait besoin d'avoir un nœud à chaque extrémité de la corde. Okay? Pourquoi? Ben parce que l'onde qui frappe une extrémité frappe un nœud littéralement. Okay? La corde est attachée à cet endroit-là, subit une réflexion dure. Subit une réflexion dure, elle revient attacher, resubit une réflexion dure, puis ainsi de suite, elle ne fait qu'osciller. Ben ici, ce qui est pareil, c'est que quand l'onde sonore frappe le côté qui est fermé, mais c'est comme si elle frappait un mur, littéralement. Donc, l'onde réfléchie va avoir une amplitude qui est changée de signe. Okay? Mais qu'est-ce qui se passe à l'extrémité ouverte? Okay? À l'extrémité ouverte, vous avez l'onde ici en vert, par exemple, qui vient frapper l'extrémité ouverte. Ben, c'est comme si elle se trouve quand même à changer de milieu, parce que vous avez une onde qui est dans un tube, par exemple, puis qui change de milieu pour s'en aller pour être libérée dans l'air ambiant. Okay? Au moment où elle sort du tube, ça peut paraître un peu bizarre, mais elle change de milieu quand même, même si ça reste de l'air.
mais vu que ce n'est pas le même milieu de propagation, elle va subir une réflexion partielle puis une transmission partielle. Ce qui se passe par contre, c'est que la résistance du milieu augmente pas. La résistance du milieu diminue. Il n'y a plus de contraintes pour la propagation de l'onde. Donc l'onde se déploie comme elle veut. Donc elle va subir comme si la contrainte qu'elle subissait diminue. Donc, c'est comme la résistance diminuait. Donc, au lieu de subir une réflexion dure, à ce moment-là, elle va subir une réflexion molle. Donc, on se souvient quand il y avait les réflexions de transmission partielle, ben, quand la résistance du milieu augmentait, c'est une réflexion dure. Quand la résistance du milieu diminuait, c'est une réflexion molle. Okay? Donc, c'est exactement ce qui se passe. Donc, dans le fond, à la base, il n'y a pas de différence pour les ondes acoustiques, pour les ondes sonores. Les conditions de réflexion sont juste différentes dépendant qu'on ait affaire à une extrémité ouverte ou une extrémité fermée. Okay? Donc, dans le cas de notre flûte de Pan, on doit avoir à une extrémité de la flûte de Pan une réflexion dure, ici, puis ici une réflexion molle. Okay? Donc, ici, ça impose la présence d'un nœud. Puis ici, ça impose la présence d'un ventre. Okay? C'est la seule différence. Okay? Donc, c'est ça qu'on a ici. Si vous remarquez, le point qui est ici, là, les deux ondes, comme ils ont toujours la même amplitude, par définition, ils vont toujours interférer de façon constructive. Okay? Donc, vous allez avoir un point où l'amplitude d'oscillation est maximale. Ça, c'est la définition d'un ventre. Okay? Tandis que dans notre flûte à bec, elle qui est ouverte aux deux extrémités, ben, on va avoir un ventre à chaque bout. Okay? Donc, comment faire pour trouver les fréquences de résonance d'un tuyau? Okay? Ben, à chaque fois qu'on a une extrémité ouverte, on va imposer la présence d'un ventre. Puis à chaque fois, TRE, excusez. Puis à chaque fois qu'on a une extrémité fermée, on va imposer la présence d'un nœud. Okay? Donc, à partir de ça, on va être capable de définir nos structures. Okay? Donc, imaginons que j'ai un tube fermé à une extrémité. Okay? Donc, quelle est la plus grande longueur d'onde? Ça, je me suppose parce que ça me déconcentre légèrement. Okay? Donc, quelle est la plus grande longueur d'onde que je peux mettre dans mon tuyau qui est de longueur L, okay? Qui respecte comme condition d'avoir un nœud à l'extrémité ouverte, puis un ventre à un nœud à l'extrémité fermée, pardon, puis un ventre à l'extrémité ouverte. Bien, je vais rentrer un quart de longueur d'onde si je pense, ok? Donc, ça serait une grande longueur d'onde comme ça. Puis, ce que je remarque, c'est que dans mon tube de longueur L, j'ai rentré un quart de longueur d'onde. Ok? Pardon. Donc, ça, c'est dans mon mode fondamental pour mon tuyau qui est fermé à une extrémité et ouverte à l'autre extrémité. Évidemment, je peux trouver les autres modes juste en faisant comme dans les cordes, c'est-à-dire en réduisant la longueur d'onde pour que ma condition soit toujours respectée. Donc, qu'est-ce que je vais me trouver à faire? C'est que je vais rentrer ici 3 quarts de longueur d'onde. Donc, si je remarque, oups, voyons donc. OK. Donc, si je remarque, ici, j'ai 3 quarts de longueur d'onde de rentrée. En fait, je me trouve à rentrer une demi-longueur d'onde de plus. OK. Donc, dans mon mode fondamental, j'ai ça. Dans mon mode 3, ben ici, c'est que je vais rentrer dans mon mode 3 1, 2, 3 quarts de longueur d'onde. OK. Dans mon tube de longueur L, donc ça, c'est le mode fondamental ou mode 1. Ici, c'est mon deuxième mode, ben c'est le mode 3. OK. Pourquoi? Parce que dans ma corde dans mon tube de longueur L, j'ai rentré 3 quarts de longueur d'onde. Ici, on sait que V est égal à lambda fois F. La seule chose ici qui est différente, c'est que la vitesse de propagation de l'onde, c'est quoi? Ben, dans le cadre du cours ici, on va faire ça assez simple. Les ondes sonores dans l'air voyagent toutes à la même vitesse pour nous, 340 mètres par seconde. C'est la vitesse du son dans l'air, littéralement. Okay? Donc, il n'y a pas de racine de T sur mu. On ne peut pas changer la tension dans l'air, on ne peut pas changer la densité de l'air. On va utiliser
l'air ambiant courant. OK? Là-dedans, la vitesse des ondes sonores est toujours la même, essentiellement 340 mètres par seconde. OK? Donc, comme la vitesse du son ne change pas, si je change la longueur d'onde, je change la fréquence. En particulier, si ici, mon harmonique supérieure, elle a donc ça veut dire que lambda est égal à 4 fois la longueur du tuyau. Puis quelle est la fréquence fondamentale? V sur lambda égale à V sur 4L. OK? Quelle est la fréquence du mode suivant? Ben, dans mon tube de longueur L, je rentre 3 quarts de lambda. Donc lambda est égal à 4L sur 3. Puis parce que V est égal à lambda F, je peux trouver que F est égal à V sur lambda. Donc V sur 4L sur 3. Donc 3 fois V sur 4L. Mais V sur 4L, c'est ma fréquence fondamentale. Donc 3 fois ma fréquence fondamentale. Mon mode suivant, je vais rentrer 5 quarts de longueur d'onde. Là, je ne suis pas super bon pour le faire à main levée, mais dans mon tube de longueur L, je vais rentrer 5 quarts de longueur d'onde, ce qui veut dire que lambda est égal à 4L sur 5, ce qui veut dire, puisque V est égal à lambda F, que F est égal à 5 fois V sur 4L, donc 5 fois la fréquence du mode fondamental. Donc, dans un tuyau qui est ouvert à une extrémité puis fermé à l'autre, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver les modes impairs uniquement. OK? Puis là, je viens de me rendre compte que tout ça était pas sur le bon écran qui était diffusé. Fait que je vais sûrement essayer d'en enlever un petit peu au montage, mais revenir là-dessus. Donc, dans mon mode 1, j'ai un quart de longueur d'onde dans mon tube. Donc, pardon, dans mon tube de longueur L, j'ai un quart de longueur d'onde. Donc, lambda est égal à 4L, puisque V est égal à lambda F. Ça veut dire que la fréquence qui est V sur lambda est égale à V sur 4L. La vitesse du son est constante à 340 mètres par seconde. Pour le mode 3, ici, okay, qu'est-ce qu'on trouve? Dans mon tube de longueur L, je rentre 3 quarts de longueur d'onde. Donc, dans mon tube de longueur L, j'ai 3 quarts de longueur d'onde. J'ai donc lambda qui est 4L sur 3. Puis, puisque V est égal à lambda F, F est égal à V sur lambda, donc V sur 4L sur 3. Mais V sur 4L, c'est la fréquence fondamentale. Donc, la fréquence du deuxième mode propre, c'est 3 fois la fréquence fondamentale. Puis je peux faire le même exercice pour le mode suivant, qui va être le mode 5. Okay? Donc, dans le mode 5, je rentre 5 quarts de longueur d'onde. Je dois respecter la condition un nœud à un bout, un ventre à l'autre. Okay? Donc, lambda est égal à 4L sur 5, ce qui me permet de trouver que la fréquence d'oscillation va être 5 fois V sur 4L, donc 5 fois la fréquence du mode fondamental. Donc, je n'ai que les fréquences impaires. Okay? Ce qu'on remarque, c'est que l'écart de fréquence ici, puis ça va être important pour tantôt, l'écart de fréquence, c'est 3F0 moins F0, c'est 2 fois la fréquence fondamentale. L'écart ici, en ces deux modes-là, c'est 5F0 moins 3F0, c'est 2 fois la fréquence fondamentale. Okay? Ça se distingue du cas où vous avez, par exemple, des ondes stationnaires dans les tuyaux qui sont ouverts. Donc, si le tuyau est ouvert aux deux extrémités, vous allez trouver un ventre à chaque extrémité. Donc, ça va être ça, la condition de résonance pour avoir apparition d'ondes stationnaires. Donc, par exemple, là, je vous les montre, là, mais je vais vous les faire ici. Imaginez qu'on se demande c'est quoi le mode fondamental dans ce cas-là. Okay? Mais dans mon tuyau qui est ouvert aux deux extrémités, okay, je dois avoir un ventre à chaque extrémité. Okay? Donc, j'ai un ventre ici, un ventre ici. Entre les deux, c'est comme si j'avais la moitié d'une longueur d'onde. Okay? Donc, dans mon tube, donc ça, c'est le fondamental. Donc, dans mon tube de longueur L, je rentre une demi-longueur d'onde. Donc, lambda est égal à 2L. Puis, parce que V est égal à lambda fois F,
ben F va être égal à V sur lambda, qui est égal à V 340 mètres par seconde divisé par 2L. OK. Donc ça va être ma fréquence fondamentale. Le mode plus grand, comment on fait pour le trouver? Vous remarquez, c'est comme la même chose que pour le mode fondamental d'une corde de longueur L. OK? Donc, dans le mode suivant, j'ai toujours besoin d'avoir un nœud à chaque extrémité, un ventre à chaque extrémité. Mais là, je vais réduire la longueur d'onde. Je rapetisse la longueur d'onde pour rajouter un nœud de plus, par exemple. Donc, maintenant, dans le mode 2, OK? Ben, ici, dans mon tube de longueur L, je rentre une longueur d'onde au complet. OK? Donc, lambda est égal à L. Puis parce que V est égal à lambda fois F, j'ai F qui est égal à V sur lambda, donc à V sur L. OK? Donc, qui est 2 fois V sur 2L. C'est un peu niaiseux à dire, là, mais qui est 2 fois la fréquence fondamentale. OK? Donc, juste parce que je cherche l'harmonique supérieure, j'ai doublé la fréquence. OK? Puis si je regarde le mode de fréquence encore plus aiguë, ben là, je dois rentrer. Là, j'ai rentré 2 moitiés de longueur d'onde, donc là, je vais rentrer 3 moitiés de longueur d'onde. C'est là que ça se gâte. OK. Dans mon tube de longueur L, je rentre 3 moitiés de longueur d'onde. Ça, c'est le mode 3. Donc, lambda est égal à 2L sur 3. Puis parce que V est égal à lambda fois F, je suis capable de trouver F est égal à V sur lambda, qui est égal à V sur 2L sur 3. Mais V sur 2L, c'est ma fréquence fondamentale, donc ça fait 3 fois ma fréquence fondamentale. OK? Ce que je remarque, c'est que l'écart entre les modes successifs est donné par 2F0 moins F0, qui est égal à F0. Ici, l'écart entre deux modes successifs, 3F0 moins 2F0, F0. OK? Donc là, on a une façon de distinguer rapidement, OK? De distinguer les tubes ouverts des tubes fermés. Dans les tubes ouverts aux deux extrémités, j'ai tous les modes présents, puis les modes sont espacés de la fréquence fondamentale. Dans les tubes qui sont ouverts à une extrémité, fermés à l'autre, j'ai seulement les modes impairs qui sont permis, puis l'espace entre les fréquences est donné par le double de la fréquence fondamentale. OK? Donc, à longueur égale, pourquoi la flûte de pan joue plus bas que la flûte à bec? Ben, c'est quoi la fréquence fondamentale pour un tuyau ouvert? Donc, pour un tuyau ouvert, OK. Pour un tuyau ouvert, la fréquence fondamentale, c'est V sur 2L. OK? C'est ce qu'on a établi. Puis pour mon tube fermé, c'est V sur 4L, la fréquence fondamentale. Pour un tuyau fermé, la fréquence fondamentale, c'est V sur 4L. Ça, c'est 2 fois ça, c'est 2 fois V sur 4L. Donc la fréquence qui est la fréquence du tuyau fermé. Donc ça serait la fréquence du tube fermé. Ça, c'est la fréquence du tube ouvert. Donc la fréquence du tube ouvert est 2 fois la fréquence du tube fermé de longueur L égale. OK? Donc, à longueur égale, la flûte de pan va jouer une octave plus bas que la flûte à bec, ou la flûte de bec à bec va jouer une octave plus haute que la flûte de pan. OK? Donc, c'est juste ça. OK? Donc, ce qui est important ici, ce qui distingue dans un cas les tuyaux qui sont ouverts aux deux extrémités ou ouverts puis fermés à une extrémité, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes structures de mode. OK? Donc ça, je vais vous inviter à regarder ça, évidemment, plus en détail. Dans un tuyau qui est fermé à un bout, ouvert à l'autre, vous n'avez que les modes impairs. Okay? C'est important de bien comprendre ça. Tout ça aussi part de où? Part du fait que
Quand on a une extrémité fermée, on doit imposer un nœud. Une extrémité ouverte, on doit imposer un ventre. OK? Est-ce qu'on a des instruments à vent où les deux extrémités sont fermées? La réponse est non. OK? Pourquoi? Un, on ne pourrait pas souffler là-dedans. OK? Puis deux, l'onde, elle ne sortirait pas de là non plus. Donc, vous ne pouvez pas faire de la musique avec un tuyau qui est fermé aux deux bouts. Là. OK? Donc, il n'y a pas d'onde sonore dans le cas où les extrémités sont fermées à chaque extrémité. OK? Ça, en fait, euh, le numéro 18, je le ferais normalement en laboratoire. OK? Donc, comment évaluer la vitesse du son dans l'air? Comment est-ce qu'on fait pour évaluer la vitesse du son dans l'air, par exemple? OK? Donc, nous, ce qu'on ferait, c'est qu'on mettrait, puis je vais juste en parler brièvement, là. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on ferait? C'est qu'on prendrait un tuyau comme ça, qui serait ouvert à une extrémité, puis dans lequel on pourrait ajuster la hauteur de la colonne d'eau. OK? Puis ce qu'on irait faire, c'est qu'on irait mettre un haut-parleur ici. OK? Puis mettons qu'on mettrait, comme on dit ici, un son à une fréquence de 1000 Hz. OK? Donc si on relie ça à une source qui émet à 1000 Hz. OK? Comme V est égal à lambda fois F, OK? Puis que V est constant, en imposant la fréquence, ça vient fixer la longueur d'onde. OK? Donc ici, qu'il y ait une onde stationnaire ou pas, c'est pas ça le principe. C'est que si vous avez une onde à 1000 Hz qui part de là, mais sa longueur d'onde dans l'air, elle va être fixée. OK? Sa longueur d'onde dans l'air, elle va être égale à V sur F, OK? Qui est 340 sur 1000, par exemple, dans ce cas-là. Donc, vous allez avoir une onde, OK? Qui va avoir une longueur d'onde de 34 cm dans notre exemple. OK? Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire varier la longueur, la hauteur de la colonne d'eau. OK? Donc, vous mettez une colonne d'eau ici, puis vous pouvez faire varier la hauteur de la colonne d'eau. OK? Puis ce qu'on va faire, expérimentalement, ce qu'on aurait fait en classe, OK, c'est qu'on aurait, mettons, ajouté de l'eau. OK? Ajouter de l'eau, ajouter de l'eau, ajouter de l'eau. Qu'est-ce qui se passe si le niveau de l'eau, mettons, je sais pas, moi, il arrive ici. OK? Ben, vous n'entendrez pas d'onde stationnaire apparaître. OK? Pourquoi? Mais parce que pour avoir une onde stationnaire, le niveau de l'eau agit un peu comme un mur ici, comme une extrémité fermée. Il faudrait qu'on aille un nœud à cette extrémité-là. Ici, on arrive par exemple sur le ventre. Donc, on n'entendra rien de spécial. Mais si le niveau de l'eau a atteint exactement cette hauteur-là ici, là, OK? Ben là, ce qu'on entendrait, c'est on entendrait le volume, le volume sonore là, ferait ben en fait non, la note ne changerait pas, la tonalité ne changerait pas, mais le volume de l'onde sonore, lui, augmenterait beaucoup. OK? Parce qu'à ce moment-là, là, on aurait installé une onde résonante dans notre tube, puis là, ça sonne beaucoup plus fort parce qu'il y a une résonance à ce moment-là. OK? Puis ici, on irait noter la position du maximum, alors qu'on sait qu'il y a une onde stationnaire. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on continue de faire monter le niveau de l'eau. On va perdre l'onde stationnaire jusqu'à temps qu'on revienne ici. OK? Puis là, on noterait la nouvelle position, OK, où on entend un maximum d'amplitude ou d'intensité sonore. OK? Nous, ce qu'on sait, c'est qu'entre x1 et x0, OK, ben, il y a une demi-longueur d'onde. OK? Donc, expérimentalement, on vient déterminer la longueur d'onde de l'onde sonore. OK? Donc, expérimentalement, on détermine le lambda. OK? Nous, par exemple, on mesurerait expérimentalement 17 cm. OK? Donc, on aurait. Non, non, c'est pas ça, excusez. Il faut que je refasse mes maths. Là. Ouais, c'est ça, 17 cm. Donc, on sait que la longueur d'onde serait 2 fois le delta x. Donc, on aurait 34 cm ici. OK? Puis à ce moment-là, on serait capable de déterminer la vitesse du son, qui serait tout simplement lambda fois f. On a déterminé 34 cm de longueur d'onde expérimentalement. Notre fréquence au parleur était 1000 Hz, donc ça nous donne une vitesse du son de 340 mètres par seconde, déterminée de façon expérimentale. Donc, comment mesurer la vitesse du son de façon expérimentale? Ben, il y aurait une autre technique, c'est que vous placez à un bout du corridor
avec un chronomètre dans les mains. Vous avez votre chum qui est à l'autre bout du corridor avec un chronomètre qui est synchronisé au premier. Vous criez au moment où vous pèsez sur le piton, puis l'autre pèse sur le piton au moment où il vous entend crier. Puis à partir du délai, vous êtes capable de déduire, puis de la distance qui vous sépare, vous trouvez la vitesse du son. Évidemment, ça ne marchera pas en pratique parce que c'est vraiment pas fiable. Mais je vous rappelle d'ailleurs que les premières tentatives de déterminer la vitesse de la lumière, c'était ça. OK? Donc, vous aviez, c'était à l'époque des Grecs, là, OK? Il y avait un gars sur une colline avec une lampe masquée, puis son assistant sur l'autre colline à l'autre bout avec sa lampe masquée. Puis là, le premier disait, OK, je vais enlever mon carton. Quand tu vois ma lampe, t'enlèves ton carton, puis moi, je vais mesurer le temps que ça prend avant que je vois ta lumière. En théorie, ça marche, OK? Mais bon, la lumière voyage à 300 000 km par seconde, fait 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Là. On s'entend que ça a donné absolument rien de concluant comme résultat. Mais le principe est là. Si vous voulez utiliser une méthode plus pratique, plus fiable, ben ça fonctionne assez précisément. Merci. OK? Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, on pourrait déduire la vitesse du son expérimentalement à partir d'un tube rempli d'eau puis d'un haut-parleur. Je l'aurais fait en démonstration en classe si on s'était vu en classe, chose qu'on ne fera pas. Donc ça, c'était ce que je voulais couvrir pour l'instant. Là. Je vais vous revenir plus tard pour un cours sur l'effet Doppler prochainement. OK? Donc si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à les poser, ça me fait plaisir d'y répondre.